Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! All right. Tu t'en laisses en fait, t'as l'électricité, tu te sens bien. Ouais, super. All right. On est bon. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, hit le follow sur pas mal toutes les plateformes, sur Spotify, Apple Podcasts. Maintenant, on est sur Deezer aussi. Fait que merci pour votre support. Aujourd'hui, j'ai un invité que je suis tombé sur lui dans le métro. Je l'avais déjà reçu à mon ancien emploi. Il était conférencier en compétences humaines. Puis j'ai été complètement captivé par la façon qu'il s'exprimait, ce qu'il venait apporter. Puis vraiment, comme mon ancien patron, élever les conversations. Il a écrit un livre qui s'appelle Pour être à son meilleur. Fait que ça vient parler des compétences humaines. Puis à travers, en fond, c'est un peu son histoire de vie, comment il a grandi. Surtout, il parle souvent de ses enfants à l'intérieur de tout ça. Donc, puis pourquoi je l'ai invité aujourd'hui, c'est que j'aimerais avoir son opinion sur c'est quoi l'importance des compétences humaines à l'ère de l'IA. Donc, bienvenue, Benoît. Merci Patrick. C'est un privilège, c'est un plaisir. Puis en plus, c'était à côté de chez moi, fait que ouais. je me suis trouvé un nouveau ami en plus. Oui, c'est ça. Donc, Benoît super. Chalifou, t'es conférencier en compétences humaines. C'est arrivé comment, ça? Ouais, en fait, j'ai jamais eu cette vision-là. Puis il y en a souvent qui ont une vision quand ils sont jeunes. Je vais être dentiste, je vais être actuaire, je vais être ingénieur, whatever, je vais être médecin. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu cette vision-là. Pour tout dire, très jeune, moi, je suis tombé en amour avec le sport. Puis surtout le sport collectif, mais aussi individuel. Toutes sortes de sports. Je les ai tout fait, en fait. Donc, le soccer, dans le livre que tu expliquais. Mais le soccer que tout le monde connaît de ma carrière parce que j'en parle tout le temps, mais les gens savent très peu que j'ai passé 10 ans à jouer au baseball avant, que j'ai fait 15 ans de taekwondo, que j'ai fait du handball, que j'ai fait, en fait, toutes sortes de sports avant d'arriver au foot, au soccer, qui m'a le plus charmé, le plus plu. Mais j'avais pas cette vision de devenir conférencier. En fait, ça s'est fait un peu d'une manière organique. J'ai beaucoup eu de plaisir à découvrir... En fait, pourquoi j'ai tant aimé le football, le soccer, c'est parce que je trouvais le contexte multiculturel, il m'enchantait particulièrement. C'était jamais homogène comme dans tous les autres. C'est rassembleur. Davantage que, par exemple, le baseball de mon époque, puis aujourd'hui, ça doit être différent. Mais à mon époque, c'était très québécois, caucasien. C'était vraiment ça, versus le soccer où j'étais rarement... en fait, j'étais souvent plutôt différent des autres et ça m'habitait, ça m'interpellait. Ça te fait grandir parce que tu vois justement des points de vue différents. Exactement. Une découverte aussi, des découvertes magnifiques de culture, la nourriture, la musique. Les amitiés. Puis, et donc, rapidement, j'ai voulu faire ça de ma carrière. Puis, je suis quelqu'un qui a assez de facilité à l'école, donc c'était facile sans trop étudier de me trouver un chemin au cégep, à l'université. Tu as étudié en quoi, justement? Moi, j'ai étudié au cégep en profil sciences humaines, écologie. Et c'était pas écologie, c'était société. Société. Okay. Parce que tu touchais à toutes sortes d'affaires. Je vais t'avouer, moi, je tombais en amour, par exemple, au cours de philosophie. Okay. Tu sais, il y en a qui bâchent les cégeps. Puis, personnellement, moi, je trouve que c'est une période tampon franchement intéressante qui ne te force pas à trouver ta voie directement, mais à essayer un nombre. Puis les cours obligatoires de philo, de littérature, les cours optionnels d'anthropologie, de sociologie, moi, ça m'a super interpellé parce que j'avais certainement des bons profs et aussi parce que le contenu était franchement dans une ouverture complète. Puis après ça, j'ai fait l'université en gestion. On pouvait choisir des cours, donc je choisissais souvent psychologie, des choses comme ça. Puis les compétences humaines, pourquoi? C'est quand tu t'es dit, à travers ton parcours, vraiment c'est là-dessus que, mon Dieu, je veux juste donner le conférencier de tout ça, puis pas d'autre chose. J'ai tombé en amour avec les soft skills avant même qu'on en parle. J'ai comme été un précurseur. Moi, je te dirais, il y a 15 ans, j'en parlais déjà beaucoup. Et le terme était vraiment les soft skills. Puis on les mettait même en contradiction avec les hard skills ou en opposition, si tu veux. On disait d'un côté, tu as les compétences techniques, toi, tu as fait ingénierie. Et de l'autre côté, tu as les soft skills.
Plus que j'ai découvert ce thème, plus que j'ai lu la science dessus, et il n'y a jamais autant de recherches que maintenant sur ce thème, neurosciences, en fait, économistes même se posent ces questions-là, sciences behavioristes, et on s'est rendu compte que finalement, elles vont main dans la main. Bien sûr. Puis moi, j'ai eu cette curiosité intéressable très jeune grâce à mes parents qui m'ont mis dans des environnements toujours un peu plus inconfortables pour m'ouvrir. C'est les défis qui font grandir. Voilà. On dit souvent, moins de 20 ans, ils ont compris ce que certains assimilent pas en toute une vie. On a vécu des tragédies, comme plein d'autres qui vont nous écouter. Et donc ça tisse des choses. Puis les tragédies étaient très en lien avec notre socle familial. Donc c'est sûr que le lien humain m'a toujours interpellé. Puis j'ai eu aussi la chance, il faut le dire, de tomber sur un très bon ami qui est devenu mon meilleur ami rapidement. Encore aujourd'hui, il était chez nous. Pas plus tard qu'hier encore, qui était d'origine chilienne, qui avait immigré à l'âge de 8-10 ans. Et donc, c'est sûr que quand tu navigues très tôt dans une culture, tu voyages sans voyager, si tu veux, et à tous les jours. Et ça, c'est magnifique. Et donc, j'ai tombé dans la soupe, un peu comme Obélix, de cette découverte perpétuelle de l'humain. Fait que ça s'est vraiment fait organiquement. Fait que c'était vraiment juste dans toi qui s'intéressait à ça tout le temps, là. Oui, j'ai toujours été très curieux envers l'autre. Puis j'ai toujours eu, je sais pas si c'est je sais pas si c'est positif ou négatif, j'ai aucune idée, mais j'ai jamais vraiment aimé parler de moi et j'ai toujours aimé découvrir l'autre. Et quand quelqu'un me posait des questions, souvent, je le fais encore, je dois t'avouer, je vais faire un genre d'effet boomerang, là. Faire à ce moment, j'ai pas entendu la question, puis je vais aller pivoter chez l'autre. Parfois, par contre, quand je sens que la personne est sincèrement intéressée, puis que je peux y apporter, là, je vais continuer à parler de ce que j'ai à parler. Un peu comme les portes coulissantes, ça veut dire que tu les prends souvent, là, de ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous définir ça pour ceux qui ne connaissent pas cette expression-là? Ah oui, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être, il faut quand même que je dise que ça vient d'un grand chercheur qui s'appelle John Gottman, qui, lui, avec son épouse, a vulgarisé les pièges à éviter dans les couples qui sont en santé. Donc, 40 ans d'études en thérapie de couple. Il faut savoir, John Gottman, c'est un actuaire analytique à la base, qui est tombé en amour avec sa femme qui, elle, était thérapeute de couple déjà. Là. Et il est retourné aux études parce qu'il s'est dit qu'avec son côté très cartésien, il pourrait modéliser ce qu'un couple fait bien, qui fait qu'ils sont en santé et ce qui fait qu'un couple ne fonctionne pas. Et ils ont écrit des livres fantastiques. Un que j'ai en tête, c'est The Science of Trust, la science de la confiance. Ils ont même un laboratoire à Seattle aujourd'hui. Et ils sont capables de déterminer quand même, dans des proportions absolument fantastiques, 90% du temps, ils sont capables de savoir si ton couple va tenir ou pas. C'est capoté, non? Moi, j'aimerais mieux. Moi, je préfère pas y aller. Mais c'est vrai. C'est les questions qu'on peut pas avoir la réponse, c'est là-dedans. Là, mais j'aimerais savoir les pièges à éviter. Ça, c'est sûr. Et ils en ont documenté 4, notamment, genre le contempt. Contempt, c'est le mépris. Tu sais, quand tu regardes de haut ton partenaire avec... Tu roules les yeux. Ce genre de signes, ils mentent pas. Ça peut tenir à un certain moment, à un moment donné, ça va exploser. La défensive, qui est beaucoup plus récurrent dans un couple. Stonewalling aussi, qui parle quand quelqu'un, un des partenaires amène un élément, une personne qui va faire du stonewalling, c'est qu'au lieu de l'accueillir, va mettre un mur puis va s'évader en quelque sorte. Puis un qui est moins parlé, qui est franchement important, c'est ce que j'appelle la porte coulissante. Mais derrière ça, c'est la demande de connexion. C'est bid of connection. The bid for connection, que j'appelle aussi l'effet jet bleu. Parce que dans le fond, dans un couple, notre partenaire amoureux nous interpelle avec tout et rien tout le temps, et de nos lunettes, c'est peut-être moins emballant que ce que notre partenaire évoque. Mais pour le partenaire en soi, c'est important. Est-ce qu'on a la décence d'accepter cette demande de connexion? Ça me tente d'aller courir avec toi. Je veux te faire découvrir mon sport. Chérie, regarde telle affaire. Ou l'effet jet bleu, pourquoi j'utilisais ce symbole, qui est à l'effigie de la porte coulissante, qui est derrière la demande de connexion. C'est parce que si tu marches justement dans la forêt où tu es simplement en train de travailler,
en télétravail, puis tu as un beau jet bleu qui se dépose sur le bord de ta fenêtre, puis ton partenaire te l'évoque, puis toi, au lieu d'accepter la demande de connexion, tu continues, puis tu tasses du revers de la main, ben c'est un manque de demande de connexion. Et donc, c'est de là vient cette fameuse porte coulissante que partout où je passe, j'en parle, parce que c'est des... Ben oui, puis parce que c'est des petits moments où ton collègue, ton partenaire, un ami, te tend quelque chose, puis c'est à savoir si tu vas le tasser du revers de la main consciemment ou tu prends même pas conscience que c'est une porte coulissante. C'est-tu à cause qu'il y a toujours un gap entre les intérêts en général? Ça, mettons, t'as jamais aimé ça, les oiseaux. Ça m'intéresse pas, excuse-moi. Genre, est-ce qu'il faut porter ce genre de... Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, est-ce qu'on est dans la conscience du moment? Parce que parfois, on n'est tellement pas en conscience, en pleine conscience du moment, qu'on ne l'entend même pas. On ne l'entend même pas. C'est comme si, par exemple, on est dans une rencontre au travail, je te tends 2-3 portes coulissantes, c'est-à-dire 2-3 thèmes qui n'ont absolument rien à voir à la raison de la rencontre, mais je t'en parle. Tu comprendras que je veux que tu résonnes au moins avec un de ceux-ci. Et parfois, c'est choquant parce que tu répètes 2-3 fois la même chose qui te titille, qui est dans ton socle personnel, puis la personne est tellement animée par la rencontre, puis par la raison d'être de la rencontre, qu'elle ne les voit tout simplement pas. Fait que je pense que c'est un manque de pleine conscience. Et aussi, parfois, je dois dire, c'est un manque d'intérêt. Puis la curiosité, on le sait depuis longtemps. Tu parles des compétences à l'ère de l'IA. Pour moi, la curiosité et être un apprenant à vie, c'est absolument fondamental. À la conférence que tu étais venu présenter, tu disais que la curiosité, c'est un muscle qui se travaille. Oui. Moi, je vais être honnête avec toi, ces temps-ci, j'ai de la misère à être curieux. Puis ça m'a vraiment interpellé, ta conférence, parce que je me suis dit que moi, j'aimerais vraiment ça, travailler ce muscle-là. Ça serait quoi, mettons, tes conseils par rapport à ça? Moi, je nuancerais le fait que tu dis que tu n'es pas curieux, parce que si tu... conçu, designé 2 podcasts, c'était un être extrêmement curieux d'une part. D'autre part, je pense que tu ne fais pas la nuance entre être curieux puis choisir sur quoi on est curieux. Donc, je pense que tu es extrêmement curieux dans toutes sortes de sujets qui t'animent, qui t'habitent énormément. Voilà, un peu comme moi. Présentement, je fais des rénaux extrêmement... demandante à la maison. Et je vais t'avouer, j'ai aucun intérêt de savoir comment il fait, puis qu'est-ce qu'on a choisi. C'est ma douce qui gère tout le projet, puis j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Mais tu le fais. Ben, je dis oui, chérie, vas-y. Mais j'ai aucun intérêt de le découvrir. Le design intérieur, ce truc-là. Ça ne m'interpelle pas. Est-ce que tu... Alors que je suis un être extrêmement curieux. Donc, tout ce qui est construction... ça m'interpelle moins, si tu veux, mais dès que tu me parles de l'humain dans toutes ses saveurs et ses splendeurs, un peu comme j'ai découvert, un peu soit-il, ta vie personnelle tantôt, le temps d'un instant, et là, j'ai envie de me lancer dans cette découverte de ton papa pendant 2h30 avec le podcast. Mais mon point, c'est quoi? C'est que ça m'habite, donc je ferai attention à dire que tu n'es pas curieux. C'est vraiment... par rapport aux thèmes qui t'habitent, qui t'interpellent. Il y en a des thèmes où je te lance une porte coulissante, tu vas le découvrir dans toutes ses saveurs et ses splendeurs, et ce, sans effort. Et il y en a d'autres, ça va te nécessiter un peu plus d'effort. Fait que je dirais d'étirer ces leviers de curiosité, d'essayer de... Ces lignes qui sont intéressantes. Un peu comme un élastique, pas trop, parce que ça va péter. Un peu d'y amener un peu de tension et d'élargir la variété de tes capacités de curiosité. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Le design intérieur, moi aussi, j'ai un peu de la misère là-dessus. Là. Des fois, les palettes de couleurs, là, est-ce que tu vois ceux qui fit tout ensemble? Qu'est-ce que tu veux? Je le voile, je ne l'ai pas. Tu vois, je vais te donner un exemple de choses que j'étais beaucoup moins intéressé, que je le suis plus maintenant. C'est par exemple tout ce qui est associé à la politique. Je l'étais un peu moins avant, je vais t'avouer. Et ça a été un bel exercice où j'ai élargi et j'ai mis mon regard de sociologue, bien que j'en suis pas un de formation, juste pour avoir beaucoup de plaisir d'observer les comportements des uns et des autres. Donc, je m'intéresse à la politique avec un regard qui me plaît déjà, qui m'intéresse déjà. Et donc, ça élargit cette curiosité sur toutes sortes d'autres sujets. Puis si on veut passer plus en rapport avec à l'ère de l'IA, selon toi, les compétences humaines que justement l'intelligence artificielle ne va pas être capable de reproduire, tu penses que ça serait quoi? À court, moyen terme, c'est sûr que ça va être
toutes ces... je pense qu'une de nos grandes qualités, c'est notre irrationalité, ça c'est clair. Okay. On est extrêmement irrationnel, on pense qu'on est objectif alors qu'on est très subjectif. Mm-hmm. Puis cette irrationalité, souvent, permet de faire émerger de la créativité, de l'innovation insoupçonnée. Ouais. Et donc qui vient de nulle part. Qui vient de nulle part, champ gauche. On pense aux artistes en musique qui parfois... une marche et ça les amène à un son, à un mot et à partir de là, ils font quelque chose de fantastique. Ça, pour moi, c'est à moyen, court terme, pas quelque chose que l'IA est capable d'imiter parce qu'elle se nourrit des choses, des patterns. Qui existent déjà dans une boîte existante. Dans une boîte, et la boîte, elle devient de plus en plus sophistiquée et de plus en plus de contenu, donc elle est de plus en plus juste, mais pour des choses rationnelles. Oui, genre des problèmes, j'ai l'impression qu'ils sont super bons à régler des problèmes. En ingénierie, moi, je serais très préoccupé si, par exemple, j'étais dans un métier et je commencerais à étudier dans des métiers comme la programmation. Je serais extrêmement préoccupé parce que je me dis la programmation, c'est quelque chose d'extrêmement précis, reproductible avec une séquence donnée. Et donc ça, personnellement, je pense pas que le futur est radieux. Chirurgien, ça a l'air un peu intense ce que je vais dire, puis j'ai beaucoup de conférences dans ces domaines-là, où de plus en plus... Livre, t'en parles, de plus en plus dans ces domaines. J'étais avec des urologues juste avant les fêtes, et puis je me suis rendu compte que de plus en plus, c'est les machines qui font le cœur du travail, et eux sont en support. Et donc, ils doivent prendre des décisions à haute voltige sur comment on va prendre le patient, puis comment on va lui expliquer. Donc, il y a tout le socle humain qui prend de plus en plus. Fait que, pour répondre à ta question, pour moi, tout ce qui va nécessiter de la créativité, de l'innovation dans l'irrationnel de l'humain, parce que on pense qu'on est objectif, mais on ne l'est jamais. Dan Ariely, un psychologue que j'aime beaucoup, a écrit beaucoup de bouquins là-dessus pour ceux qui voudraient aller plus loin. Par ailleurs, je pense également qu'on est à notre meilleur quand on est en connexion profondément humaine avec l'autre. Donc, tout ce qui va nécessiter d'engager un groupe, de convaincre, d'influencer, de communiquer aussi. Parce que c'est pas un problème, ça. Ben non. Puis ça, je pense que... moi, j'ai vu de l'intelligence artificielle agentique. J'ai été au Vietnam il n'y a pas longtemps, justement, on en parlait, pour des conférences en lien avec l'IA puis l'humain. On me demandait de... Puis ce que j'ai vraiment été interpellé, c'est que j'ai découvert les nouveaux prototypes d'intelligence artificielle agentique. Tu sais, l'intelligence artificielle agentique... qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est la 3e, voire 4e génération d'intelligence artificielle. Tu sais, après dans le fond, Amazon qui peut te prédire qu'est-ce que tu voudrais avoir, puis tout ça. Là, aujourd'hui, tu vois, par exemple, on a beaucoup de plantes ici, là où on se trouve. Il y avait eu un beau démo de, je ne sais plus si c'est Microsoft ou Google, je pense que c'est Microsoft, qui démontrait que l'intelligence agentique d'aujourd'hui, c'est comme un agent humain. Tu sais, t'appelles pour commander tu veux, admettons, planter une plante. Là, il dit parfait. Puis tu me montrer une photo de ta plante. Puis là, tu ne parles pas à un humain, là. Tu mets ça sur ton scan. Là, il voit, il dit OK, c'est une telle plante. Je vous recommande telle terre. Puis là, il ne s'arrête pas là, l'intelligence agentique. À tel endroit, il faut que tu le places. Ben là, il va te dire à telle affaire. Puis il va te dire voici, je te propose ce prix-là. Puis là, tu vas dire, mais attends, moi, j'allais trouver un prix moins cher à tel endroit. Et c'est là où il va juste avoir une petite réponse de l'humain parce que, attendez, je vous reviens. Là, l'intelligence agentique consulte un humain pour prendre la décision, est-ce qu'on le fait à ce prix-là? Il te revient, puis là, il écoute la suite. Il dit, parfait, on vous le fait à ce prix-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait, merci. On peut même venir vous la planter. Est-ce que vous avez un moment où vous voudriez? Puis là, tu me réponds, puis c'est un vrai exemple, hein, tu me réponds, ah ouais, mais j'ai un tournoi de pickleball ce dimanche, ça ne marchera pas. Fait que dans le fond, ça serait plus le lundi matin. Parfait, c'est booké. Et à la fin, l'intelligence agentique, n'oublie pas la belle porte coulissante que tu y as déposée et devine comment qu'elle te souhaite la bonne journée. Avec une belle plante? Non, elle te souhaite la bonne journée en disant bon tournoi de pickleball. Oh my God, elle va se rappeler de tout ça, dans le fond. Là. Fait que tu sais, les portes coulissantes que l'humain ne saisit pas, elle les saisit d'une manière quantitative, structurée, sans émotion par contre. Ouais. Mais si tu n'as jamais eu d'émotion d'un humain, tu vas te faire biaiser par cette
intelligence artificielle agentique qui crée des émotions fake. Ouais. Je vais te dire, moi, Patrick, depuis les dernières années, quand je donne des conférences à la fin, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, mais récemment, j'ai ces genres de commentaires du genre « Vous m'avez remis en doute sur mon meilleur ami ». Ah ouais. Et je leur dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, moi, mon psychologue, depuis quelque temps, c'était ChatGPT. Ça, c'est pas parce que les gens sont isolés, parce que... Fait que c'est juste pour te dire à quel point que si on ne remet pas au cœur de nos préoccupations la véritable connexion humaine, qu'on ne réapprend pas à connecter réellement avec l'autre, en ayant des conversations profondes et non pas « il fait beau dehors du small talk », non. Il faut aller un petit peu plus loin, puis réapprendre. Être capable de se regarder dans les yeux. Oui. Pas facile pour tout le monde. Mais justement, là, tu parles de les gens là, qui prennent, j'en connais plein, là, des gens là, qui utilisent ChatGPT pour l'IA pour poser des questions de nature psychologique. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, moi, je pense que ce qui peut être intéressant c'est sûr que moi, je suis assez direct là-dessus. Je sais pas apporter les nuances que vous voulez, mais moi, je crois sincèrement qu'une personne qui n'utilise pas le bon outil technologique de la bonne manière va être remplacé par quelqu'un qui l'utilise. Donc, pour moi, c'est à propos de copiloter tout ça. Et je pense que la grande question, c'est d'avoir un maximum de littératie technologique, c'est-à-dire de savoir tous les outils technologiques dans tes fonctions qui sont à ta disposition et prendre le bon dans ton contexte et se poser la question comment je vais l'utiliser pour optimiser mes capacités. Mais il ne te remplacera pas ton côté cognitif. Donc, souvent, moi, par exemple, dans mon domaine, moi, je publie beaucoup, mais je ne demande pas à ChatGPT d'écrire mes publications. Je vais, par exemple, lui dire je veux parler de tel sujet, j'ai une idée en tête de quelle histoire partager. Par contre, si tu pouvais me stimuler avec 10 questions franchement épatantes sur le sujet, qu'est-ce que tu me proposerais? Et là, il va me proposer plusieurs questions. Et parmi celles-ci, il y en a que j'avais déjà pensé et surtout d'autres que je n'avais pas pensé qui m'amènent de l'élévation dans ma structure de réflexion sur ce que je m'apprête à faire. C'est d'élever la conversation. C'est d'élever la variété des thèmes que sur le sujet. C'est pas dans tout l'Internet au complet, il recueille tout ça. Genre. Oui, puis plus que moi, je sais que, par exemple, ChatGPT, plus que tu le nourris dans une séquence avec des explications claires, précises. En fait, moi, je traite l'intelligence artificielle, quand je fais une requête, comme je traite mon garçon ou ma fille. Donc, je vais y aller avec le maximum de détails, puis je vais jamais prendre pour acquis que je l'ai dit assez clairement. Oui. Un peu comme la vidéo là, le papa, il demande à son fils « Écris-moi une procédure pour faire un sandwich. » Ben exactement. Puis là, tu l'as vu, cette vidéo-là? Je l'ai pas vu, mais c'est... Il dit là, mets du beurre de pinot. OK, parfait. Il pogne sa main, puis il met ça... non, c'est ça. Comme, non, mais il fallait dire avec le couteau, puis tu raffines l'histoire. Là. Ben, c'est un bel exemple de bête qui met en lumière comment utiliser l'intelligence artificielle. Ne prends jamais pour acquis qu'il comprend exactement ce que tu veux lui dire. Fait qu'il faut que tu le détailles. Je trouve que dans ton domaine, en ingénierie, c'est un peu ça. Il faut décortiquer chacun des processus les plus micros soient-ils 100%. Pour avoir la meilleure prise de décision après ou le meilleur résultat après. C'est la même chose avec l'utilisation de l'IA. Plus que tu vas être dans le granulaire d'explication et que tu vas y expliquer les tenus et aboutissants que tu voudrais, plus qu'il va te nourrir d'une manière pertinente. Est-ce que toi, tu l'utilises souvent? À tous les jours. Ah oui, hein? À tous les jours, mais jamais je vais l'utiliser pour prendre une décision à ma place. Par contre, par exemple, une information, je vais te donner un exemple. Je voulais acheter des billets du Rocket de hockey. Okay? Oui, à côté, oui. Puis, je voulais aller au guichet, machin. Mais là, fouiller le numéro. Moi, j'ai juste dit, je veux m'acheter des billets au Rocket, je vais aller au guichet du Rocket, c'est quand. Puis il m'a dit, c'est toujours 3 heures avant l'ouverture, t'es chanceux, il y a un match à midi. J'y étais à 11 heures, c'était parfait. Wow. Ouais. Alors que si j'avais fait des recherches, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais j'ai été très clair dans ma requête. Fait que ça, j'y vais pour des données ponctuelles qui, habituellement, j'aurais fait sur Google. C'est plus précis souvent. Bien que là, Google, il y a un pilotage qui se fait presque. Il y avait une vidéo d'un comédien qui disait « Moi, je veux juste une recherche Google normale. » Non, on va donner l'IA. Arrête, je t'ai pas demandé. Ça n'arrête jamais. Mais sinon, plus sérieusement, je vais l'utiliser pour segmenter, raffiner une réflexion que j'ai en tête. Mais jamais pour le faire pour moi. On sait que justement, utiliser l'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup d'eau. Est-ce que tu penses que l'humain va
constamment avoir besoin. Tu sais, dans le fond, tu dis que tu utilises l'intelligence artificielle pour, dans le fond, shorten des petites affaires pour, dans le fond, pas perdre ton temps puis faire ça plus rapidement. Est-ce que tu penses que la nature humaine va être en sorte que, tu sais, moi je dis tout le temps que la réelle currency, là, tu sais, la devise, la vraie devise, c'est la facilité. C'est pas pour rien qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, le pétrole, c'est la meilleure idée. Pourquoi le pétrole, c'est une devise qui est aussi puissante? C'est parce que ça représente de la facilité. Tu prends la voiture, à la place de prendre un cheval, ben ça va plus vite et c'est plus efficace. Est-ce que tu penses que, justement, l'IA, c'est la nouvelle ressource de facilité qui, par contre, qui a une conséquence environnementale élevée? Oui, beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs mettent en lumière, chose que je vais dire ici, c'est que l'humain est vraiment intelligent, a des facultés franchement extraordinaires, mais il demeure qu'on est pris dans notre carcan du cerveau reptilien. Et donc, nous... Ouais. Se projeter 4, 5 ans, les conséquences, on ne sait pas faire. Ouais. Il faut que ça soit maintenant. Là. Oui, on n'a pas cette conscience. On dit qu'on a une conscience. Tu sais, par exemple, on sait qu'on va mourir. Ouais. C'est une conscience. Le chien n'a pas... Il y a des émotions comme nous. Ouais. Pas dans la complexité, pas dans la variété, mais il y a des émotions. Oui, 100%. Mais nous, on a la conscience qu'on va mourir. Mais on dirait qu'on ne prend pas conscience, parce que ça n'arrive pas là, de toutes les conséquences épouvantables de chacun des gestes qu'on pose. Mm-hmm. Tu sais, sur ton podcast Écologie, Société, ben ça, c'est un gros sujet. C'est qu'on est aucunement... Il faut être confronté à la réalité au moment même qu'on la vit pour être davantage interpellé. Autrement, tant qu'on n'a pas ça devant notre jardin, les conséquences climatiques, on ne le réalise pas. Là. Exactement. Et même quand on va les vivre, le temps d'un instant, feu de forêt, machin, puis on revient rapidement à l'oubli ou à nos besoins au moment où on en parle. Puis comme la dopamine est ce qu'elle est, c'est un neurotransmetteur bien connu, ben on a toujours envie d'avoir plus pour avoir le même plaisir. Okay. C'est un gros problème, ça. Ça fait longtemps, moi, que j'essaie de savourer, déguster le contentement. Dans mon métier, je pourrais vraiment décider de vivre beaucoup à une hauteur beaucoup plus élevée que ce que je vis. Par contre, ça fait 10-15 ans que mon rythme est le même. Parce que le contentement est quelque chose que j'essaie de cultiver. Et je ne suis pas parfait, puis je pourrais faire bien mieux. Mais c'est ça. C'est toujours le désir d'avoir plus pour avoir le même sentiment de plaisir. Et c'est un cercle sans fin. Puis l'intelligence artificielle offre ça. C'est tellement dopamine, facile. Je prends ça. Ça, c'est mes livres préférés des derniers mois. Hein? Dopamine Nation, At the Age of Indulgence, cette clinicienne qui a démontré que plus qu'on... ça fait longtemps que c'est connu, mais plus qu'on a... qu'on a accès, puis par exemple, que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, c'est les réseaux sociaux. On a besoin de davantage pour avoir le même plaisir, le même effet. Donc, c'est comme si la dopamine qui se génère va nécessiter plus de ce dont tu as pour avoir le même effet. Et donc, c'est un fil sans fin. Un cercle vicieux qui se crée. Là, ouais. Voilà. Donc ça, on dirait qu'on n'a pas pris plus conscience de ça. Et si on serait capable d'en prendre un peu plus conscience, ben par exemple, moi, le téléphone, je le mets très loin durant le week-end et je sais qu'il est mon plus grand ennemi pour faire des choses productives. Parce que bien sûr, parce que tu vas tomber rapidement dans les réseaux sociaux, puis 22 minutes plus tard, tu t'es pas rendu compte. Ça passe quand même. Ben oui, parce qu'on te nourrit avec quelque chose qui capte ton attention parce qu'on sait bien, tu t'es arrêté 3 secondes au lieu de l'avoir skippé. Ouais. Puis, en fait, c'était un humoriste, là, où je pense que c'était une page Instagram qui disait tu penses que tu as un téléphone dans tes mains, mais c'est genre une arme de destruction massive pour la société. Ouais. 100%. Puis, dans le téléphone, une des armes les plus massives de destruction, moi, je ne l'ai pas dans mon téléphone. Je ne veux pas shamer personne qui l'ont, mais c'est TikTok. Parce que TikTok, c'est dans le raffinement le plus fin de création de dopamine obsessive et pas de la bonne dopamine, du genre, je suis parti courir 1 heure. J'ai une connexion humaine avec quelqu'un. Et j'ai
Non, mais tu sais, quand tu t'en vas courir, tu n'as pas envie, tu cours, puis là, tu as une dopamine qui survient après, tu te sens bien, tu as une fierté. Mais là, avec TikTok, c'est pas cette fierté, c'est que tu as passé toute la nuit debout en raison de cette consommation excessive. C'est fou, puis ça a des répercussions sur tellement d'aspects de la vie, le sommeil, l'alimentation, justement les yeux aussi, là, justement. 100%. Il y a une chose que j'avais vraiment été stimulé. Tu sais, on parle de que l'intelligence artificielle, c'est très polluant, là, dans le fond. Hein. C'est très énergivore. Tu as raison. Puis comme je le vois pas, je le sais, mais je le vois pas, je continue à le faire. Pas de conscience. Comme tu disais, justement, tant que tu n'as pas les effets dans ta tête, non, c'est ça. Exactement, pas de conscience. On le sait, mais on n'en prend pas conscience viscéralement. Mais je veux dire, les astronautes, moi j'ai toujours été fasciné par l'astronomie. C'est un autre sujet, ça. J'adore l'astronomie. J'adore. Tu sais, il y a plusieurs super chercheurs qui en parlent d'une manière élégante pour le commun des mortels. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse. Ça, c'est un de mes préférés. Un qui est parti il n'y a pas très longtemps, que j'aimais beaucoup, c'était Hubert Reeve, que j'ai tout lu ses bouquins. Puis, dans le fond, les astronautes, puis les astronomes, puis tout ça, ils disent tous les humains devraient se déposer dans un espace spatial un instant pour regarder la planète Terre. Et quand tu reviens sur la planète Terre, c'est comme si ton comportement, ton humilité, plein de choses changent en raison de ce rapport. Prise de conscience. Oui, de ce rapport qu'on n'est rien. Par rapport à 100%. Et apparemment, quand tu fais ce voyage, tu reviens, ça change ta conception. Oui, et que on est intimement liés, en fait. Oui. Ben oui, parce qu'on est les seuls sur ce petit... Moi, il y a un astrophysicien que j'aime, un astronome ou un astrologue, qui dit souvent la Terre, c'est un grain de sable sur un rayon de soleil. Ben voilà. On est de la poussière. Un grain de poussière. J'adore. C'est exactement ça. Je vais te trouver le nom plus tard, là, mais c'est incroyable. Puis ça nous permet de développer de l'humilité, de la conscience. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup aller faire ces virées avec ma famille dans la forêt, dans un chalet, pendant quelques jours. On avait fait ça durant les fêtes parce que ça nous remet en contact avec la nature. Mais encore une fois, moi, je suis rempli de contradictions comme tous les humains. Je dis ça aujourd'hui, puis dans 3-4 jours, tu vas me voir prendre l'avion. Malheureusement, pour le métier que je fais, je peux bien dire, c'est mon métier, mais si je voulais vraiment être cohérent, je ne prendrais peut-être pas cet avion-là, tu comprends? Mais c'est plus facile parce que c'est pas concret. Est-ce que tu penses qu'est-ce que collectivement on pourrait faire justement pour prendre plus conscience de se protéger de nous-mêmes. OK. Par exemple, je me protège de moi-même en délibérément mettre mon téléphone dans une autre pièce. Parce que tu te connais, dans le fond. Parce que je me connais, parce que tout le monde devrait faire ça dans le sens qu'il n'y a personne qui va laisser son téléphone à côté puis que ça ne va pas amener un stresseur, tu comprends, une distraction. Il y a des fondamentaux en tant qu'humain qu'on devrait savoir. Par exemple, je sais très bien que manger telle ou telle chose, c'est pas très bon. Donc, j'en ai pas à la maison. Les chips, là. Les chips, s'il y en a à la maison, je peux pas, non. Tu comprends? Donc, juste de se protéger à grande échelle de soi-même. Donc, ça passe par des politiques. Comme, par exemple... De discipline, dans le fond. Oui, mais ne pas prendre pour acquis qu'on va le faire par nous-mêmes. C'est pour ça que l'Australie a mis en place une interdiction des réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ça, parce que si tu te fies aux parents et à chacun des individus... Ça se passera pas. Ça se passera pour certains plus conscients, plus rigoureux, et pour la plupart, ça se passera pas. Et c'est une manière de protéger toute une société. Donc, pour moi, le côté... Et c'est pour ça que je me suis intéressé davantage à la politique, parce que je trouve que derrière tout ce qu'on peut dire... et toutes les taches noires de la politique, il y a quand même des fondamentaux qui font en sorte qu'une société va mieux qu'une autre. Regarde les pays scandinaves. On parle tout le temps, comme d'un exemple parfait. Oui, et je ne veux pas être genré, mais c'est souvent des politiques associées avec la présence féminine davantage. Tu regardes dans les endroits, Nouvelle-Zélande, il y a des endroits comme ça où
il y a une... Tu sais, dans la plupart des pays, c'est les hommes qui règnent, puis regarde l'état des lieux. Mhm. Je ne dis pas l'homme ou la femme, je dis qu'il faudrait qu'il y ait un équilibre. maillage. Ouais. Un maillage, qu'est-ce que tu veux dire? Un maillage, qu'il y ait une complémentarité, Mhm. qu'il y ait une présence homogène. Ouais. Parce que c'est pas vrai qu'un homme est plus intelligent qu'une femme. Moi, je dis tout le temps, puis ma copine a dit tout le temps ça aussi, que dans le fond, à chaque fois que tu as une relation avec une femme, tu apprends tout le temps de cette personne-là. Puis c'est souvent les femmes qui nous rendent plus matures en général. Bien sûr, puis je veux pas genrer, je veux pas être stéréotypé, mais c'est souvent, ils sont plus responsables, je veux dire, il y a des forces et faiblesses, mais bon. il y a des angles morts, mais quand je regarde ça, on regarde les recherches, tu sais, par exemple, l'école est beaucoup plus organisée pour la femme que l'homme, le garçon que la fille, là, pour... dans les tempéraments, dans leur manière d'être. Et là, on fait des généralités, mais c'est quand même des faits. Oui. Est-ce que tu penses que l'école alternative, t'es pour ça? Clairement. Clairement. On ne peut pas faire one size fit all. Ah, c'est comme, je fais pas one size fit all à la maison. Mon garçon a des besoins X, a des hauteurs Y, a des capacités Z, et ma fille, tout l'inverse. Et donc, il faut que je mette à leur hauteur pour être à la hauteur. Donc, on ne peut pas concevoir un système éducatif où tout le monde suit la même évolution. Il est très malade, notre système de santé. Ça aussi, mais notre système d'éducation. Et ça, c'est universel. C'est très malade. Moi, mon école, ça a été le sport. Oui, c'est vrai que moi aussi. Ça a été le sport parce que le sport collégial et universitaire et le sport secondaire, parce qu'au sport, il n'y a pas de notes. C'est vrai. Il n'y a pas de notes quand je... Bon, encore une fois, le problème, c'est que si tu as des buts et tout... Oui, mais si tu as un certain talent, tu es pris dans l'équipe de l'école. Fait que ça, c'est déjà un problème. Mais admettons que tu es dans l'équipe de l'école, OK? Tu gagnes pas. Mais tu évolues et chacun... C'est le journey qui est important. C'est le journey, puis tu comprends que chaque membre a une raison d'être, puis qu'ils ne peuvent pas tout en scorer des buts, puis qu'il y en a pour un rôle très précis, puis qu'ils l'assument pleinement, puis qu'ils sont mis en valeur là-dedans. C'est pas parfait, mais moi, j'ai appris davantage dans le sport qu'à l'école. Mais il ne faut jamais voir les défaites comme une défaite, en fait. Non. Tu as l'apprentissage à travers ça qui est le plus important. Tu as raison. Puis d'ailleurs, c'est probablement là où on apprend le plus parce que ça fait partie du lot de l'aventure de perdre. Alors que quand tu fais ton cours de maths, tu peux pas perdre. Tu comprends? Pourquoi il y a des notes? Dans le fond, je comprends pourquoi il y a des scores dans le sport. Puis c'est de te confronter à... Tu as perdu aujourd'hui, mais le prochain match, ce sera un autre match avec des paramètres différents. Puis la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as appris de celle-ci, puis comment tu peux évaluer. C'est Mike Ward qui disait tu n'apprends jamais d'un bon show. Tu n'apprends pas d'un bon show. Tu te dis juste, hey, ça a tout bien fonctionné, mais moi, j'irais plus à de l'avant. C'est pourquoi tu penses que cela a fonctionné? Mais c'est parce que tu t'es planté plein de fois, puis tu as rodé tes affaires, tu as travaillé là-dessus. C'est ça qui fait que. Puis ça t'a permis de faire des micro-ajustements. Sans te dénaturer comme personne, parce que Mike Ward, je suis sûr qu'il s'est fait dire il parle trop vite ou il est trop cru, mais c'est ce qui fait sa nature et sa couleur. Et donc, tout en préservant... Il y a sa crowd à lui. Ben oui, mais comment on peut... Moi, j'aime beaucoup en yoga, ils appellent ça faire des micro-ajustements. L'idée de constamment ajuster le tir dans le granulaire sans te dénaturer tout en conservant ta couleur. Parce que dans le domaine de conférencier, c'est la même chose. Hein? Si je commence à écouter tous les commentaires de tout le monde, j'ai plus d'énergie, j'ai plus tu deviens plus mon toi-même, côté théâtral. Alors, je me suis qui est ta force, en fait. fait. Oui, pas ta force, dans le fond. Un de mes talents, un de mes génies, c'est d'être capable de vulgariser la science avec des symboles, des images, un certain... Des anecdotes de famille que tu fais souvent. Storytell. Ça, c'est une autre affaire que l'intelligence artificielle ne sera pas capable, c'est d'être un véritable créateur d'histoire. Nous, on est des bons storytellers, les humains. C'est une grande force qu'on a. Et il va en écrire, mais ça va être de nous autres, en fait. Mais on le sent quand l'histoire manque d'émotion, manque de péripéties qui sort du cadre. J'aime beaucoup Fred Pellerin, par exemple. Oui. Parce que c'est un grand conteur. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas être un Fred Pellerin. Là. Non. Dans des histoires
dans le granulaire de l'histoire, dans la saveur. C'est fantastique. Ça, c'est un gros talent aussi. Tu penses-tu que, mettons, les gens qui travaillent à rendre cet outil-là de plus en plus précis, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Mettons, par exemple, je te dirais, il y a un ingénieur qui travaille justement sur l'intelligence artificielle du storytelling, qui voudrait que les storytelling soient incroyables et meilleurs. Est-ce que tu penses que ça serait comme en compétition avec les autres auteurs, justement, un auteur de livres comme tu es, genre? Non, je pense pas. Je pense que c'est une bonne chose, dans le sens que ça va trouver une vocation. Je pense que les outils d'intelligence artificielle, puis je suis pas un spécialiste, mais j'écoute beaucoup de podcasts, puis ça me fascine. Là-dessus, je me rends compte que ça va être, encore une fois, dans le granulaire, que chaque outil va avoir sa vocation pour amplifier, être plus productif pour le talent de l'artiste, dans ce cas-là, qui doit créer des histoires, l'écrivain, l'auteur, le musicien. Fait que ça fait juste amener des outils supplémentaires. La vraie question, c'est est-ce qu'on sera capable de ne pas tomber dans la trappe à lapin de la paresse et de continuer à capitaliser sur notre grande force qui est notre irrationalité, nos émotions, notre relation d'authenticité, en fait. Notre capacité de vulnérabilité, de l'accueillir, d'aller dans des zones noires, colorées. Moi, c'est ça, je pense, qui va être vraiment notre force. Puis pourquoi c'est une force? Dans quelle situation tu penses que l'intelligence artificielle ne pourra pas utiliser cette force-là que nous, on a? Ça va toujours être encore plus dans cette profondeur de la couleur et de la créativité, des sentiers qui sont vraiment pas... c'est pas reproductible, genre. Tout ce qui est non reproductif, tout ce qui n'est pas associé à des patterns reproductifs, tout ce qui n'est pas associé à une analyse de données qui t'amène à avoir une précision de réponse. Et tout, tout ce qui est, tu sais, de la poésie. C'est magnifique quand tu y penses. Mais il n'y a pas de plan initial. Il y a peut-être un mot qui a émergé et qui fait que le poète se lance dans une danse qui n'est pas capable d'être devinée par l'intelligence artificielle. Tout ce qui... Moi, quand j'arrive sur scène et je présente une conférence, j'ai un plan. J'ai eu des rencontres préparatoires. Je sais où ce que je dois amener les gens, mais les gens vont me fournir plein d'informations par leur langage, par leurs commentaires, par leur engagement. Puis, ça déroute vers un endroit que tu t'attendais pas à toi-même, dans le fond. Exactement. Et c'est cette couleur qu'il faut vraiment préserver. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont être, tu sais, par exemple, prenons l'exemple. Ils vont se transformer. Oui, oui. Admettons, on dit souvent, les départements de langue là, sont en train de fermer partout dans les universités. Mais par contre, je me dis, il pourrait peut-être demeurer ouvert si on se concentre davantage sur la palette émotionnelle des langues, sur la palette de qu'est-ce qui... parce que c'est bien documenté que les langues, derrière ça, façonnent notre prise de décision, puis qu'une langue égale un cerveau. Fait que le département des langues devrait davantage... pas apprendre une langue, parce que ça, on sait que dans pas long, moi, je peux parler en vietnamien devant toi rapidement, là, sans avoir appris par des outils extrêmement sophistiqués, très raffinés. L'intelligence artificielle. Oui. Fait que quand je dis le département de langue est en voie de disparition, c'est parce qu'en ce moment, on formait des traducteurs, traductrices. Je suis désolé, mais l'intelligence artificielle va être bien meilleure. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner une autre vocation? Plus subjective. Tu utilises ces outils-là ou... En ce moment, les traducteurs, traductrices, les journées sont comptées parce qu'on leur demande juste... Moi, j'ai été au Vietnam où je parlais en anglais. Puis là, il y avait une personne dans une boîte qui traduisait, puis les gens avaient des oreillettes, puis ils écoutaient ça en vietnamien. Mais dans pas long, on n'a plus besoin de cette personne-là. Là. C'est clair. Là. Je pense que déjà, l'intelligence artificielle doit faire une job presque aussi bonne ou aussi bonne. Mais dans pas long, ça va surpasser. Fait que pourquoi je perds? Fait qu'il faut que cette personne-là, au lieu de dire l'emploi est à disparition, est-ce qu'on peut qu'elle se réinvente. Oui, mais avec la même... Le département de langue devrait trouver une nouvelle mission à l'ère de l'IA. Parce que dans le fond, la nature de ce que ça ne va pas disparaître par contre. L'emploi, il va l'être, mais pas le pourquoi la langue existe. Exactement. C'est comme l'ingénieur. Est-ce qu'on est d'accord que l'ingénieur
dans les 10-15 prochaines années, son mandat sera vraiment différent. Non, ça c'est sûr. L'architecte, c'est la même chose. Mais l'architecte, c'est un beau cas. Je connais quelques architectes. Aujourd'hui, c'est la créativité de l'architecte. C'est tu sais, on voit on parlait du stade olympique que ton père rêvait de découvrir. Ouais. Ben, on s'entend-tu que c'était hors norme ce que la personne a rêvé au début? Ben oui. Je regarde tous les buildings, il y a ça qui pop. Ça, c'est fou. Ben oui, puis quand tu t'en vas à la Tour de Pise ou quand tu t'en vas à la Tour Eiffel, c'est pas linéaire, c'est... Il y a c'est linéaire, la Tour Eiffel, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un génie derrière. Ouais. Et ça, là, va falloir l'accentuer. Je sais pas comment, j'ai pas de réponse pour ça, mais cette créativité qui sort du lot. Mais j'ai l'impression que les connexions humaines, ça apporte la créativité parce que justement, tu as une connexion avec un autre cerveau qui fait que, OK, toi, tu as je sais pas, tout le monde a notre routine le matin. Je savais pas que tu faisais ta routine comme ça. Puis, ou comme tu disais, les gens que tu rencontrais dans ton cours de soccer, mon Dieu, vous mangez ça, vous faites ci, des trucs de même. Je pense que c'est cette créativité-là, ces connexions humaines-là vont être le plus important. Les synapses exponentielles qui se connectent ensemble et en résonance émotionnelle avec l'autre, c'est fantastique parce que 1 + 1 peut faire 11 par notre capacité d'avoir des perspectives, ma foi, vraiment différentes, parfois qui convergent et parfois qui divergent. Et c'est ça la beauté, et c'est là où survient des choses inimaginables. Le sens de l'imagination, on n'en a pas parlé, mais le sens de l'imagination d'un auteur, d'une autrice, d'un chef d'entreprise qui a démarré une entreprise à partir de rien. Tout ça, c'est propre à l'humain. Ça sera pas... L'engagement d'une collectivité, la relation avec le client-cliente, le lien de confiance. C'est pour ça qu'on va vouloir quand même avoir un orthopédisme. C'est pas parce qu'il va nous opérer au sens réel, c'est qu'il va nous rassurer en amont, c'est qu'il va nous accompagner pendant, c'est qu'il va nous écouter, c'est qu'il va nous apaiser, c'est qu'il est en connaissance de ce qui va se passer. De ta réelle authenticité. Oui, il va être capable de créer une véritable connexion. Et ça, avec nos jeunes qui ont subi la COVID-19, dans le pire des moments, parfois, le secondaire 5, le collège, et j'en parle. Ben, moi, ils étaient très jeunes, donc ils étaient très heureux à 4 et 7 ans. À la maison, nous, on l'était moins. Ça a été plus, moi, je pense, ceux qui nous écoutent, qui ont eu des enfants au secondaire 4, 5, collège, ils y ont goûté, hein. Réapprendre à connecter avec l'autre. Je trouve que ça passe par ce genre d'échange qu'on a que je refuse jamais parce que j'adore. Merci d'être venu, Valérie. Ben non, mais parce que ça me fait toujours réfléchir quand on me pose des questions, quand ça me permet de dire « Oh, ça, j'ai jamais pensé avant, je suis pas trop sûr de comment y répondre, mais je mets ça dans mon petit baluchon, puis je vais me mettre à y réfléchir, d'avoir des moments sincères, profonds, au lieu de rester en surface. » Oui. Ben justement, que tu parles souvent de tes enfants dans ton livre. Comment tu vas vouloir représenter ce rapport avec l'intelligence artificielle à tes enfants? Présentement, moi, je suis très allergique aux écrans pour mes enfants en ce moment. Ils ne sont pas plugués sur un iPad. Là, non, jamais. Si tu demandes, jamais, évidemment, une fois de temps en temps, mais ils n'en ont pas à eux, si tu veux. Et je suis un petit peu intense, mais j'ai tendance à quand même... Je n'ai pas envie de dire me cacher, mais je réponds à mes textos sur mon écran de manière très consciente quand ils ne sont pas là. Parce que je ne veux pas leur montrer. Ils inculquer l'exemple. Exactement. Un mauvais exemple dans ce cas-là. Ouais. Puis je parle souvent au téléphone au lieu de texter pour qu'ils voient que c'est important. La conversation. Oui, exact. Ouais, quand j'appelle, je texte jamais ma mère ou je le mets sur vocal, eux, ils l'entendent. À moins que ça soit quelque chose de plus intimiste, mais ils comprennent. Moi, je sais qu'ils fonctionnent davantage par l'exemple puis par l'observation que par ce que je dis. Et si... Monkey see, monkey do. Ben voilà. On dit toujours ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais après, ils ont des tempéraments, ils ont des personnalités. Fait on a bien beau faire tout ce qu'on peut. Malgré tout, il y a des comportements qu'on n'est pas responsable. Il faut quand même pas. Mais effectivement... le levier d'éducation par excellence, c'est pas à l'école, à mon sens, c'est à la maison. Mon Dieu, 1000%. Puis je pense que l'auditoire pourrait demander à leurs enfants qu'est-ce qui t'irrite le plus chez maman ou chez papa. Puis moi, je suis content parce que
après les bisous, ce qui est une bonne chose finalement, tu poses trop de questions, je suis content. Et aussi, tu veux jamais qu'on soit sur des écrans. Et ça, je suis content parce que ça met l'accent sur mes non négociables, démontrer une véritable curiosité, faire réfléchir mes enfants sans arrêt. Au début, on reçoit des réponses bas de gamme, tu sais, on fait toujours un tour de table. Ça commence comme ça. Oui. Mais à un moment donné, ils portent leur attention à ce que tu vas leur poser. Fait que pendant la journée... Fait que t'es contre la question « Qu'est-ce qui est fait à l'école? » j'imagine. Écoute, je la pose autrement. Ouais. Mettons, je vais dire une chose que tu as vraiment appréciée. J'essaie de changer dans la spontanéité. Par exemple, hier, j'étais à la pratique de Martin, mon fils au hockey. J'étais sur la glace avec lui, mais moi, je me mets jamais proche de lui. Là, je le laisse. Puis là, j'ai dit « Hey, y a-t-il une chose que tu as appréciée vraiment aujourd'hui? Laquelle? » Puis à l'école, ça peut être... une interaction que tu as vraiment... j'ai un ami qui a lui aussi même bu le même jus que moi. Ouais, n'importe quoi. Là. Je veux juste laisser ça un peu, mais qui porte son attention à toutes sortes de choses. Puis d'y poser la question, pourquoi tu penses que papa a aidé cette dame là, à l'épicerie puis qu'on l'a amenée à son appart? Là? On fait plein d'affaires un peu qui sortent du cœur. Moi, j'aime ça. Puis ça lui permet de, par l'observation, par l'interaction que j'ai... Par l'exemple. C'est fascinant. Non, les enfants, je pense que de plus en plus, ça va être le leitmotiv, c'est de les apprendre à être des humains et ils vont l'apprendre par eux-mêmes. L'utilisation des technos, ça, il n'y a pas de doute. C'est des éponges. Ouais. Laissons l'école, là. Ben, on le voit même déjà avec la génération Z qui... les autres sont vraiment contre les cellulaires. Là. Ils reviennent beaucoup au cellulaire flip là, parce qu'il y a le moins de fonctionnalités. Tu sais, un téléphone, ça le dit, c'est supposé téléphoner. C'est pas supposé d'avoir 1 milliard de fonctionnalités dedans. C'est cool, ça, qu'est-ce que tu dis. Puis cette génération-là, elle est aussi beaucoup plus ancrée à un sens profond. Conscience politique aussi. Hein? Conscience politique. Conscience de l'environnement, cherche un sens au travail davantage accentué. Fait que tu sais, une compétence importante, là, ça va être des véritables créateurs de sens parce que les gens vont vouloir avoir quelque chose de significatif. Ils vont vouloir faire quelque chose de significatif plus que jamais. Fait que juste être capable de réfléchir au sens de ce qu'on fait, est-ce qu'on est capable de nourrir de sens dans notre collectivité? Une pizza, là, pour remercier ton bon travail, je pense pas que ça va fonctionner avec cette génération-là. Non, je pense que ça va être par des... on vous donne 10 000 pour choisir une cause qu'on va te donner. Tu sais, ça va être vraiment des choses très communauté, je pense. Puis clairement, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas créer ça. Absolument. C'est-à-dire qu'il peut te donner des filons d'or pour créer plus de sens. Puis tu sais, une autre affaire, c'est... il y avait des articles qui ont paru dernièrement qui disaient que faire juste un sport très jeune fait en sorte que plus tard, tu as moins de chances d'exceller dans ce sport puis d'en faire même un sport professionnel ou d'être un Olympien. Puis qu'apparemment, le multisport serait la meilleure manière pour arriver à être un Olympien ou être un joueur professionnel. Oui. Par exemple, faire le hockey l'hiver et faire le baseball ou le soccer l'été, ou peu importe. Natation, whatever. Whatever. Faire une multitude de sports. Les musiciens, les meilleurs musiciens, ceux qui ont créé les plus belles pièces, ils avaient fait plusieurs choses. Ils n'étaient pas parce qu'apparemment, juste faire quelque chose d'une monochronique, là, juste faire une chose tout le temps, tu deviens écœuré, tu perds la motivation, puis tu n'as pas développé d'autres aptitudes. Je transpose ça à l'ère de l'IA. Je pense que le moins qu'on va se spécialiser tôt, le mieux ça sera et qu'on se découvre en développant toutes sortes d'aptitudes différentes, du serveur quand tu as 16-17 ans, à l'emballeur, en passant par le déménageur, en passant par faire du service à la clientèle, en allant... Faire du bénévolat aussi. Faire du bénévolat, aller... En fait, il faut vraiment que l'humain d'aujourd'hui développe des aptitudes dans toutes sortes de champs d'expertise sans se cibler un champ spécialisé d'ores et déjà. Sachant déjà même que quand tu vas te spécialiser, à l'ère du temps, il va falloir que tu
te déspécialises. Oui, parce que la compétitivité fait en sorte que ça évolue trop vite. Oui, donc tu dois toujours être apprenant à vie, on l'a dit, puis d'être adaptable. Donc, est-ce que tu es capable de réapprendre? Des fois, les gens disent désapprendre, ça n'existe pas. OK, donc de réapprendre ou de continuer d'apprendre, d'utiliser ce coffre à outils que tu as eu dans ce job-là, de le garder. Puis utiliser quand tu en as besoin. Oui, dans d'autres univers, mais d'être capable d'être en perpétuel apprentissage. Mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est de proposer aux personnes de se découvrir eux-mêmes, en fait. Là. Oui. Au bout de la ligne, c'est découvrir d'autres choses, puis pas toujours faire une chose, dans le fond. Puis c'est un chemin d'une vie, ça, dans le fond, si on parle de la découverte de soi. Puis ça passe par, justement, étirer sa zone de confort. Normaliser. Parce que tout le monde est complexe, en fait. Là, c'est pas vrai que tu vas être juste faire de la guitare toute ta vie, là, puis ça serait réducteur de penser qu'une personne est aussi simple que ça. Oui, puis je pense que si tu fais juste de la guitare toute ta vie, tu vas finir par t'ennuyer et peut-être même de perdre cette motivation-là. C'est rare qu'une personne qui va faire une seule chose tout le temps va s'amuser à temps plein là-dessus. Il faut savourer toutes sortes de choses, tenter des nouvelles expériences. Il y a des expériences qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on va aimer puis que finalement on finit par aimer. C'est vrai, mon Dieu. Et qu'on étire nos palettes d'expertise en faisant ça. Fait que dans le fond, tu es un peu contre le système. Dans le fond, en Europe aussi, là, souvent ils disent à partir du primaire, ou je ne me rappelle plus quelle année, ils déterminaient que tu allais faire l'université ou tu n'allais pas faire l'université très, 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 très tôt. Oui, c'est horrible ça. Ça, en Asie, ta vie est prédéterminée très tôt. Si tu passes pas un examen du secondaire, ta vie est foutue. C'est triste. J'exagère à peine, mais ça va être de moins en moins le cas. On va bien s'en rendre compte que ça n'a aucun sens. En Inde, les systèmes de caste sont encore plus épouvantables. Parfois, tu es dans une caste. Ta génération ton histoire complète est déjà écrite. Le regard de l'autre, selon ta caste, jauge. On a quand même le privilège d'être dans un système ici, quand même. C'est un système mais qui a... on peut, même si tes parents étaient très pauvres et très peu de moyens, puis qu'on a un accès à l'école pareil, c'est pas parfait, puis on peut aller à la hauteur de notre plein potentiel si on a décidé de l'essayer, puis de tenter un maximum de choses. Fait que c'est sûr que ça, pour moi, c'est la clé. C'est d'étirer comme un élastique sans que ça pète, avec une certaine tension à tous les fois, de l'étirer. Puis tu comprendras que l'élastique prend toujours plus de tension, plus que tu l'élargis. Et ton spectre de capacité, de compétences va s'élargir. Chaque fois, J'ai beaucoup aimé les soft skills, les compétences humaines. À un moment donné, j'ai savouré le thème de la résilience. J'ai découvert que c'était tout un monde. Je continue à le décortiquer. La diversité est un autre thème qui m'a beaucoup enchanté. Puis là, aujourd'hui, le sport est un autre thème que je m'embarquerai dedans demain matin parce que ça m'habite de près ou de loin. La communauté, le bénévolat, la santé mentale, c'est quelque chose que j'ai décortiqué beaucoup par mes implications avec ma communauté. Donc, il faut élargir son socle de compétences, mais on va quand même demeurer dans son, si je peux dire, dans son terrain fertile. Il y a des terrains qui vont être peut-être moins fertiles, puis peut-être qu'un jour va devenir un peu plus fertile. C'est en découvrant puis en essayant. Exactement. En utilisant sa curiosité comme ça. Mon papa, il disait la vie est un perpétuel recommencement. OK. T'apprends et t'apprends. Puis tu réapprends. Puis tu réapprends, puis il dit un endroit où on sous-estime beaucoup à quel point on peut apprendre, c'est en observant des enfants interagir. Oui, tu mentionnes souvent ça, que tu en apprends encore de beaucoup de tes enfants. Et des autres. Oui, des autres enfants aussi. Parce que c'est pur. Parce que ça n'a pas peur de l'inconnu, parce que ça n'a pas peur du jugement, ça n'a pas peur de ne pas être à la hauteur, ça n'a pas de masque encore. Je parle très jeune, hein? Dans des conditions gagnantes, où il y a beaucoup d'amour autour d'eux, où il y a de l'autonomie. Ils sont purs, sont naïfs, ils le cultivent, ils posent des questions que nous, on n'ose plus se poser entre nous. Oui, tu en parles souvent dans tes conférences. Ils sont en mode découverte. Ça l'essaye, ça l'ose, ça se trompe, ça s'en fout. Puis ça devrait pas être grave, dans le fond. Hein. On devrait beaucoup, beaucoup, beaucoup imiter la naïveté et la pureté de ses enfants. Ils savourent l'imperfection, alors que nous, on est souvent dans du perfectionnisme qui mène nulle part.
Le résultat de la perfection. Il freine l'innovation, la créativité. On n'ose plus ressentir. On n'essaie rien de nouveau. Mm-hmm. On veut pas ça. Puis, comment toi, tu cultives ça? L'estime de soi est important parce que si tu n'as pas d'estime de toi, tu n'oseras pas essayer des nouvelles choses, avoir l'air fou. L'estime de soi, pour moi, se cultive en allant, en essayant des choses, en étant confortable de l'échec, qui est de l'apprentissage, en ayant un socle d'amour autour de soi, parce que quand tu as de l'amour, ça nourrit ton estime de soi. Parce que tes bons amis et ta bonne famille vont toujours t'accepter, peu importe les erreurs que tu fais. Là. Tu le sais quand tu as des bons amis, quand c'est ça que ça arrive. Ouais. Je pense que l'estime de soi, on peut voir quelqu'un qui l'a lorsqu'il est capable de jauger entre de l'assurance et de l'humilité. Il est capable d'avoir ce que certains chercheurs appellent de l'humilité confiante. OK. C'est quoi ça? L'humilité confiante, c'est d'être capable d'avoir une confiance en nos moyens, en ce qu'on possède comme aptitude, puis d'être aussi capable de balancer cette confiance avec l'humilité qui nous permet d'accueillir de la nouvelle information, des nouvelles perspectives, de se remettre en question sans jugement, de pivoter, puis de l'accepter, puis d'en grandir. C'était juste dans la confiance, ça peut frôler à l'arrogance. Ça va déraper dans des choses pas tant le fun, ouais. Non, puis dans des convictions dangereuses, versus si t'es juste dans l'humilité, sans assurance, sans confiance, ça peut t'amener à freiner tes ardeurs d'essayer des nouvelles choses. Fait que je trouve que la juxtaposition de l'humilité et de la confiance en soi est un beau filon d'or pour grandir, accomplir, en perpétuel recommencement, si tu veux. Je ne sais pas si tu connais le channel de YouTube qui s'appelle Kurzgesagt, qui est un channel, je pense que c'est justement un pays norvégien qui ont fait ça, je pense au Danemark. Puis ils font toujours des explications hyper simplistes, de concepts très compliqués. Puis justement, ça disait que l'intelligence artificielle, ça avait justement une confiance démesurée. Puis c'était programmé de cette façon-là pour te dire qu'il était confiant de dire qu'il y avait trouvé la bonne information, même s'il ne t'en donnait pas la bonne, puis qu'en ce moment, il y a un filon qui est en train de grandir de façon 100% exponentielle, qu'il y a des faux articles qui sont écrits par l'IA, puis ça que là, à un moment donné, lui, il se nourrit de ça aussi parce qu'il est dans l'Internet, puis il prend de la confiance de cette façon-là, que, comme tu disais, cette confiance-là, puis cette humilité-là, pas sûr que ça va être très facile à reproduire. Là, tu parles de l'IA. Nous, on peut parler aussi chez l'humain de cette surconfiance qui, des psychologues appellent ça l'illusion de l'explication profonde. OK. Donc, parce que tu te nourris d'une capsule qui t'en amène une autre, mais qui te donne toujours la même information, puis que tu as le billet de confirmation qui rentre, que tu ne te rends pas compte. Fait que tu as l'impression d'être expert de quelque chose que tu n'es pas. On a des informations. C'est l'illusion d'être capable d'expliquer profondément quelque chose. Il avait testé en disant, vous pensez que vous comprenez le système de toilette, comment ça fonctionne, il avait fait une expérimentation avec ça, vraiment capoté. On demandait aux gens, pensez-vous savoir comment le mécanisme flushing toilette fonctionne? Puis les gens répondaient toujours oui. Fait que là, on leur donnait toutes les pièces. Une fois qu'ils avaient répondu oui, on leur donnait toutes les pièces, puis on leur demandait de nous le démontrer. Puis personne n'était capable. Après, on y allait avec quelque chose d'un peu plus simple. Savez-vous, si on vous demandait, on vous donnait un crayon, un papier, est-ce que vous alliez être capable de dessiner une bicyclette? Les gens disaient oui. Et rapidement, après avoir dessiné les roues, ils étaient plus capables de bien la dessiner. C'est des exemples très bébêtes à quel point on pense très, très, très souvent comprendre quelque chose. Mais finalement, c'est que le début de l'aventure. Puis la beauté, c'est que plus que tu commences à le découvrir, moins que tu le connais, c'est un petit peu comme l'humain. Moi, plus que je me suis concentré à le découvrir dans toutes ses saveurs et ses splendeurs, un humain à la fois, une lecture à la fois, tout parti de champ recherche confondu, moins que j'ai l'impression de le comprendre et plus que je dois activer ma découverte en perpétuel parce que chaque personne est unique dans une complexité, dans une beauté, dans un raffinement. C'est capoté. Dans quoi tu t'es le plus perdu dans ton travail, tu penses? Le plus perdu dans quel sens?
Ben, comme tu disais, là, que tu as découvert beaucoup de personnes, nanana, puis là, tu allais vraiment dans le granulaire, puis tout. Ouais. Puis y a-tu des missions que tu t'étais fixées, puis dans le fond, tu t'es reperdu là-dedans? Peut-être au début, je pensais connaître, par exemple, le thème de la résilience. J'avais dit oui à une conférence, je me rappelle. Puis là, je m'étais mis à fouiller là-dessus. Puis je m'étais même rendu compte que je savais même pas si c'était quoi la résilience de manière officielle. OK. Tu sais, je me dis, ben, OK, je dis oui, là, mais là, la définition, moi, je dirais quoi? Puis j'ai de la misère à la mettre en mots. Puis après, j'ai trouvé plein de chercheurs qui ont travaillé toute leur carrière sur ce thème-là. Puis je me suis dit, tabarnouche, je savais même pas qu'il existait des facteurs de protection puis des facteurs de risque. Tu sais, la plupart des gens ne savent pas ça, là. Ouais. Mais la résilience, d'un point de vue personnel, c'est un nouveau départ après un traumatisme. OK. C'est rien d'autre. OK. Tu sais, comme ton papa, qu'est-ce qu'il a vécu? Pour moi, c'est un nouveau départ après un traumatisme. Et c'est là où la résilience est nécessaire. Le problème, c'est que c'est pas tous les gens qui sont résilients de la même façon. On a des capacités. Et ces capacités viennent des facteurs de protection qu'on possède ou cette incapacité vient des facteurs de risque qu'on possède. OK. On possède des facteurs de risque. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, admettons, c'est bien documenté que les 1000 premiers jours sont très importants pour être capable de développer les facteurs de protection nécessaires quand les intempéries vont se dresser pour être résilient. Par exemple, c'est bien documenté qu'une carence affective jeune, c'est très dommageable. Très dommageable parce que tu ne pars pas avec les mêmes assises. C'est pas impossible. Mais quelqu'un qui a une carence affective part avec 2 prises quand on parle de résilience, par exemple. Et le deuxième socle, c'est qu'il faut que cet enfant-là, on lui développe son autonomie rapidement. Fait que l'autonomie puis l'amour, c'est vraiment important. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'est rendu compte que les gens, quand les intempéries se dressent, sont plus résilients, ont par exemple un facteur de protection très pertinent qui s'appelle l'optimisme réaliste. Ils sont Puis l'optimisme réaliste, c'est un parmi tant d'autres, mais l'optimisme réaliste, c'est cette capacité d'accepter les faits brutaux comme ils sont, tout en ayant cette capacité à être optimiste pour le futur. C'est une forme de courage, dans le fond. Oui, mais lucide. Je comprends, oui. De conscience. Versus, fait que là, si tu comprends que le facteur de protection est l'optimisme réaliste, tu comprendras que le facteur de risque, c'est la personne qui broie du noir. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et entre les deux, le facteur neutre, si je peux l'appeler ainsi, là, ça serait cet optimisme lunette rose, ça va bien aller. Oui, l'inverse aussi, oui. Ben non, mais c'est-à-dire de penser que les faits brutaux vont s'enlever par eux-mêmes. Ton papa avait cette capacité, à mon sens, d'accepter les faits brutaux que Montréal, c'est pas comme on me l'avait vendu, ça va être dur, il s'est retroussé les manches, mais il y avait un optimisme pour la suite. Mais il a accepté la lucidité brutale de ce qui allait se passer dans les premiers mois, années. Optimisme réaliste, c'en est un. Un deuxième qui est très documenté, c'est cette capacité de souplesse cognitive. OK. Tu sais, une personne qui a la résilience, quand les intempéries se dressent, c'est très bien qu'il va devoir avoir une souplesse cognitive. Il ne veut pas avoir une rigidité, comme on parlait tantôt. Là. Tu comprends que le facteur de risque, ça serait avoir une rigidité cognitive. Ben là, on a toujours fait ça de même. Ou dans la conversation qu'on parlait, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'il faut couper la conversation parce qu'on n'a pas dit le bon mot. Oui, ben c'est ça. Donc, eux sont capables, les gens qui ont une flexibilité cognitive, d'apporter des nuances, d'accueillir une nouvelle trajectoire pour la suite, qui passe par des nouvelles compétences, et ainsi de suite. Il y en a une dizaine. Moi, je ne savais pas ça, la souplesse émotionnelle versus rigidité émotionnelle. Ce sont des créateurs de sens. Et ça, je ne sais pas si ton papa... Je suis désolé, je reviens parce que ça m'a invité, mais... C'est parfait. Ou n'importe... C'est parce que c'est un bel exemple de résilience. C'est nouveau départ après un traumatisme. Puis c'est pas tout le monde qui a immigré au Québec qui ont eu les mêmes capacités de résilience. 100%. Il y en a qui sont retournés, hein? Il y en a qui ont souffert, il y en a qui ont eu beaucoup de maladies mentales parce qu'ils n'ont pas été capables d'accéder à leurs facteurs de protection. Parce qu'ils sont tombés dans d'autres chemins. Mais un des plus sous-estimés, c'est un des plus sous-estimés facteurs de protection quand ça va très mal, c'est notre réseau social. OK. Le réseau social de soutien
est extrêmement important. Mm-hmm. Puis parfois, c'est des personnes qui nous sécurisent et qui nous apaisent. Et ça peut être le serveur du coin que tu vois chaque vendredi. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est un tuteur pour toi, mais qui l'est par sa présence. Mm-hmm. Tu sais, je trouve ça important, les gens qui sont d'être présents, comme toi, tu es présent pour tes enfants, dans le fond. Un lien social très fort. Fait que bref, quand tu dis la question de départ qui nous a amené à ce 10 minutes de... Mais c'est que moi, je croyais, franchement, parce que j'avais vécu des traumatismes jeunes, puis machin, que je savais c'était quoi la résilience. Mais je savais, c'est-à-dire que je l'ai vécu et il semblerait que j'avais les outils, parce que je m'en suis sorti super bien, parce que quand on a les outils, après un traumatisme, la plupart des gens, puis moi ça je ne le savais pas, vont vivre une croissance post-traumatique. Il y en a qui vont vivre un choc post-traumatique parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Puis il y en a d'autres qui vont avoir une croissance post-traumatique. Ça veut dire que... Le trauma augmente? Non, ça veut dire que en raison de tes outils, après le trauma, tu vas croître. C'est-à-dire que tu vas évoluer comme personne. Tu vas grandir. Tu vas avoir des nouveaux outils grâce à ce trauma défi, en guillemets. Là. Plus grand, pas au sens physique, mais tu vas avoir plus de capacité. Versus une personne qui n'a pas ces outils, ben, elle va vivre un choc post-traumatique. Et là, c'est pas drôle. Le burn-out, l'épuisement, le problème de santé mentale. Puis, dans le fond, c'est un peu tu as réalisé que plus tu le sais, plus tu sais pas, dans le fond. Ben, exactement, parce que tu me posais la question, je me suis rendu compte que quand on m'a demandé pour parler de la résilience la première fois et que j'ai dit oui rapidement, je me suis mis à fouiller. Et je me suis rendu compte que j'étais zéro prête, puis que j'ai dû faire un travail d'au moins. J'ai fait des entrevues avec des psychiatres à Montréal très connus depuis 40-50 ans qui travaillent avec des gens qui vivent des traumatismes épouvantables, puis qui me démontraient qu'est-ce qui faisait que certains s'en sortaient plus que d'autres. Puis j'ai dit, mon Dieu, j'étais vraiment pas prête pour ce sujet. Ah ouais. Puis encore aujourd'hui, je vais t'avouer, je suis un vulgarisateur sommaire, mais je ne suis pas dans la profondeur granulaire de ces psychiatres, là. Zéro, là. Mais tu croises tellement de gens, tu peux pas être l'expert de tout. Non, mais tu comprends que je veux juste donner un cadre concret, utile pour le commun des mortels. Je me prétendrai jamais ce que je ne suis pas. Moi, j'ai toujours aimé être vulgarisateur de quelque chose qui est utile pour le commun des mortels, mais ça, c'est un bel exemple de à quel point je me suis senti imposteur au départ. Puis aujourd'hui, je donne les bonnes bases, puis j'amène un petit peu plus de richesse à un thème qu'on galvaude, parce que la résilience, quand tu y penses, on utilise les biscuits résilients, les matelas résilients, les marchés financiers résilients. Mais c'est pas ça. Résilients? Oui, j'ai même vu venir tester nos matelas résilients. Ma résilience, c'est pas ça, tabarnouche, tu comprends? On l'utilisait pour tout et rien, c'est ça que je veux dire. On galvaude ce mot sans savoir ce que c'est vraiment. Puis j'étais un peu de ceux-là avant. Te considères-tu quelqu'un de résilient? Oui. Oui. Parce que j'ai les bons outils. Oui. Comme tu disais, tu es bien entouré. Écoute, j'ai eu un accident. Mon frère s'est noyé dans notre sac familial jeune, fait qu'il est décédé, malheureusement. Désolé d'entendre ça. Ben ouais, mais j'avais eu beaucoup d'amour, j'en ai toujours eu. Fait que tu comprends que j'avais les bons outils. Oui, je comprends. Et on a demandé de l'aide. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu viens un traumatisme, parfois, il faut demander de l'aide de l'extérieur. Puis c'est drôle, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé une enveloppe, parce qu'on fait des rénaux, fait que j'ai fait une enveloppe, puis dans laquelle j'ai sorti, à l'âge de 8 ans, quand ce trauma est arrivé, moi, j'étais très pris là-dedans, ouais. Puis ma mère et mon père m'avaient amené à un centre de thérapie, et c'était par l'art, et j'ai fait plein de dessins. Je les ai tous gardés, c'était pas beau, là, c'était plein d'émotions désagréables, mais ça passait. Tu sais, un des facteurs de protection de la résilience, on appelle ça la souplesse émotionnelle, c'est d'être capable de mettre en mots de manière granulaire ton ressenti, de l'accueillir, de le décortiquer, de le vivre pleinement. Ça m'a aidé. Donc, il faut aller chercher des ressources d'aide. C'est très important là, pour ceux qui nous écoutent. Mais j'ai reçu une personne qui est directrice, en fait fondatrice d'un OSBL qui fait justement, qui apporte de l'art à des jeunes de la DPJ. Voilà. C'est une ressource d'aide inestimable qui te permet de mieux t'outiller dans des moments traumatisants. Merci, Art Vital. Merci à cette belle organisation.
le futur, tu verrais ça comment? Le rôle de l'humain. Puis est-ce que on parle souvent de la bulle de l'intelligence artificielle, si elle va péter, parce qu'on pense que c'est tellement important. Puis peut-être que, est-ce que tu penses que l'humain, on va revenir à l'humain parce qu'on va réaliser qu'il y a quelque chose qui pète à travers ça? C'est certain, parce qu'il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de l'humain. Puis avec les politiques douteuses de certains pays, ça peut arriver. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Parce que c'est entre les mains de personnes qu'on n'est pas trop sûr ce que ça s'en va en ce moment, l'intelligence artificielle. Puis il y avait des auteurs, Asimov, ou je me rappelle plus de son nom. Akimov, peut-être, je sais pas. Je me rappelle plus de son nom, là, mais il a écrit dans les années 70-60 des livres. Futurologue, futuriste, là. Je me rappelle plus de son nom, mais il en a écrit quelques-uns, puis c'est flippant à quel point c'est ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Fait que tu dis, oh là là. J'ai vu un post aujourd'hui, c'était écrit aujourd'hui, on a pris les livres de la section futuriste et apocalyptiste, on a mis ça dans actualité. C'est ça, c'est exactement ça. Là. Donc je me dis, il va falloir pas faire attention. Il va falloir être responsable de la suite. Les politiques qui sont très lentes vont devoir accélérer le pas pour réglementer l'intelligence artificielle. Mais là, c'est à savoir si tous les pays vont embarquer dans ça, parce qu'il suffit d'un pays qui n'embarque pas là-dedans, qui est un petit peu malveillant. Et imagine qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est une course folle en ce moment dans l'intelligence artificielle pour arriver à une intelligence surhumaine. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Moi, je ne suis pas un expert de ça. Je trouve ça préoccupant. Maintenant, je ne suis pas celui qui regarde les nouvelles à tous les jours parce que ça me fait pas du bien. Je veux juste, à haute voltige, suivre la cadence. Les grandes choses. Mais pas en faire une maladie. Plutôt être en contrôle de ce que je contrôle pour en faire ce monde meilleur. Mais effectivement, moi, ça m'interpelle énormément les prochaines années. Plus pour nos enfants, en fait. Ah, 100% toi qui en as. Là. Ouais. Tu parlais de résilience tantôt. Tu penses-tu que l'humain va évoluer assez rapidement pour régler ce genre de défis-là de l'intelligence artificielle? Puis justement, ces défis-là auxquels on va y réfléchir parce que ça peut devenir une nuisance. Là. Je suis assez optimiste, moi, J'ai pas les lunettes roses, mais presque. Puis peut-être faudrait que je les décolore un peu de ce rose pétant. Mon frère qui a des enfants a dit qu'il n'y a pas le choix d'en avoir des lunettes roses. Ça. Mais j'ai ces lunettes roses, mais j'aime apporter ce qu'on parlait tantôt, cette lucidité des faits par rapport à un trauma. Tu dis, c'est le même exemple. Avoir un optimisme pour le futur, pour mes enfants, on n'a pas le choix. Puis l'intelligence artificielle, quand tu y penses, ça peut faire des choses extraordinaires pour l'environnement, pour ci, pour ça. Si c'est utilisé à bon escient, ça peut être extraordinaire pour peut-être dépolluer à une vitesse grand V, pour réfléchir autrement aux grands enjeux de ce qui nous attend dans les prochaines années. C'est extraordinaire quand tu y penses. Oui. Puis il y a des gens extraordinaires dans la vie qui font des choses extraordinaires. Donc, je me dis, je suis optimiste. Par contre, il va falloir qu'il y ait des personnes extraordinaires à des postes extraordinairement importants. Avec des ambitions extraordinaires et des visions extraordinaires. Exactement. On le voit quand un politicien qui prend le pouvoir peut malveillant ou qui n'a pas la bonne posture ou que... La bonne intention. Là, je ne veux pas nommer personne, mais on voit comment ça a des répercussions et comment ça crée de la polarisation. Et c'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. Mais en même temps, il y a eu des moments de ségrégation dans la vie antérieure où il y a eu des gens qui se sont levés au bon moment, les Nelson Mandela de ce monde, les Gandhi, qui ont amené de l'espoir. Et je suis certain qu'on va avoir ce genre de personnes remplies d'espoir. Puis c'est pour ça que j'ai envie de dire que oui, je suis optimiste, mais qu'il va falloir être responsable des faits brutaux, une personne à la fois, à commencer par moi, à commencer par toi. J'aimerais ça que toutes les personnes soient un peu plus comme toi. En tout cas, merci. Merci tellement d'être venu au podcast. Je remets ça à mes invités maintenant. C'est, dans le fond, une plaque avec ton nom en gravure laser avec le QR code du podcast. Merci. Pour te remercier d'être venu au podcast. Merci beaucoup. Trop cool. Merci.
On peut te suivre sur quelle plateforme? LinkedIn, Instagram, plutôt, Facebook. Ma chaîne est vraiment LinkedIn, c'est là où je publie. Sinon, il y a mon site web et je fais effectivement plusieurs entrevues podcasts parce que j'ai ce privilège d'être invité. Puis moi, je trouve ça toujours un privilège parce que c'est ton temps et tu me permets de faire réfléchir autrement toutes sortes de sujets qui vont m'habiter pendant un certain temps. Bon, je te remercie. Ben, c'est mon temps, mais c'est ton expertise puis justement ta créativité que je suis vraiment très heureux de t'avoir eu au podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés au podcast Écologie et Société. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, le Linktree, écologie.société pour Instagram. Donc, merci beaucoup, Benoît. Bonne journée. Ciao. À bientôt. Bye.